Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Je suis très heureux de vous accueillir. Je vous propose d'attendre peut-être 2, 3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez notre présentation sur les semaines de l'évolution professionnelle. On est ensemble pour 1 heure. 1 heure, ça veut dire qu'il est 11 heures ce matin et que l'on est ensemble pour évoquer notre thématique Je veux créer mon entreprise. Pendant 1 heure, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Je vois déjà apparaître sur le chat des bonjour Corinne, bonjour Jordan, Virginie. Soyez les bienvenus sur ce webinaire Je veux créer mon entreprise. Quelques petites règles et consignes, mais vous les connaissez déjà, j'imagine. Si vous êtes inscrit sur les semaines de l'évolution, vous avez peut-être déjà assisté à d'autres webinaires parce que les semaines ont commencé depuis lundi dernier, le 4 octobre, et on a organisé plus d'une centaine de webinaires. Ce n'est pas terminé, d'ailleurs, ça se terminera vendredi. Donc, vous avez la possibilité, comme vous l'avez déjà fait, d'exploiter ce chat. Et puis aussi, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est ensemble, comme je vous le disais, pendant 1 heure et on pourra répondre à toutes vos questions sans exception. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. On y répondra tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup. Il est quelle heure? Allez, on va commencer tranquillement. 11h02. Je pense que tout le monde est déjà connecté. Vous êtes pas mal nombreux ce matin. Je rappelle juste que les semaines de l'évolution professionnelle, comme je vous le disais, ont commencé depuis lundi et se terminent ce vendredi, qu'elles ont été organisées, animées par beaucoup de partenaires. En fait, nous avons mis en place ces semaines de l'évolution avec l'APEC, le réseau EVA, les groupements évolution, la BGE Guyane et Antea RH en Corse. Ce sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Je reviendrai dessus, je vous expliquerai ce que c'est exactement le conseil en évolution professionnelle, même si maintenant vous devez connaître, si vous avez déjà assisté à d'autres webinaires. Toutefois, je reviendrai pour vous expliquer pourquoi toutes ces structures, qui accueillent qui et comment on accompagne des personnes qui souhaitent évoluer professionnellement parlant. Voilà. Aujourd'hui, on est 3 pour vous proposer l'animation de ce webinaire. Et je suis, moi, personnellement, Nicolas Huot, le chargé de développement du partenariat sur le réseau EVA Nouvelle-Aquitaine. Et je serai accompagné, heureusement, parce que c'est lui le spécialiste de la création d'entreprise, par Hervé. Hervé, je te laisse te présenter. Voilà, après ça, j'ai plus besoin de me présenter, Nicolas. Là, tu m'as vendu, là, j'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est qu'effectivement, je suis conseiller, donc Hervé Mazanet, je suis conseiller en évolution professionnelle à la Chambre de métiers de la Gironde, à Bordeaux. Voilà, et à ce titre-là, j'accompagne donc régulièrement des bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle dans des parcours, des projets de création d'entreprise. Alors, on va le voir que l'accompagnement, et après, je vais vous détailler ça plus à même. Voilà. Parfait. Merci Hervé. Effectivement, Hervé est conseiller en Gironde et puis moi, je m'occupe du développement du CEP sur la Nouvelle-Aquitaine, mais ce webinaire n'est pas réservé aux personnes vivant en Nouvelle-Aquitaine, il est réservé à toute personne de France métropolitaine, de Corse, des DOM, sans aucune exception. Vous êtes tous les bienvenus. Ce que va évoquer Hervé, ce que je vais évoquer avec lui, concerne toutes les régions et pas uniquement notre région. Nous sommes aussi accompagnés de Marlène qui est notre chargée de communication, qui va répondre à vos questions sur le chat, qui pourra même interpeller Hervé ou moi-même justement nous poser les questions à l'oral que vous aurez inscrites sur le chat. Comment vas-tu Marlène? Ça va bien, merci. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions, comme le nom l'indique. Exactement, le chat ou les questions. Bon, après, Marlène, elle a un œil de lynx, elle verra vos questions, quelles que soient où que vous les ayez inscrites. Alors, aujourd'hui, si tout le monde va bien, si vous nous entendez bien, si vous êtes déjà pas mal à vous être connectés, on va évoquer la création d'entreprise.
je veux créer mon entreprise. On va pouvoir vous expliquer, du moins Hervé, notre expert, va pouvoir vous expliquer comment le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner, vous conseiller, vous orienter dans toutes vos démarches de création ou de reprise d'entreprise. Quel que soit votre projet de création d'activité, en tout cas, le conseil en évolution professionnelle est une bonne porte d'entrée. Et puis, il vous évoquera aussi un dispositif si vous êtes actuellement salarié, que vous avez un projet de création. Et il vous expliquera, Hervé, quel dispositif convient bien pour vous accompagner dans ce cadre-là et puis peut-être à terme quitter votre entreprise afin de mettre en place votre projet. Hervé, c'est bon pour l'introduction? Je te laisse la parole. Parfait, très bien. Allez, Écoute, à je toi, prends le Hervé. relais. C'est parti. Alors, un conseiller en évolution professionnelle, lorsqu'il va vous accueillir, vous recevoir sur premier rendez-vous, quand vous avez un projet, la première chose qu'il va faire, il va vous écouter. Il va vous écouter, il va essayer de voir quelle est votre demande déjà, quelles sont les questions que vous vous posez. Il va évaluer avec vous quel est le degré d'avancement de votre projet, quels sont les besoins que vous allez avoir par rapport à la réalisation du projet. Et en fonction de ça, il va essayer de vous donner des informations précises sur, d'une part, les ressources qui sont mobilisables pour votre projet, sur aussi les acteurs qui seraient mobilisables, et enfin, établir avec vous un plan d'action à venir pour, le cas échéant, vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Alors, on va voir, ce ne sera pas le seul interlocuteur que vous auriez nécessairement sur la réalisation, mais il va pouvoir vous suivre, d'accord, tout au long de vos démarches pour s'assurer que vos démarches se réalisent, y compris si vous orientez vers d'autres acteurs, pour s'assurer que vos démarches s'effectuent bien, que vous avancez et dans la direction qu'on s'est fixée, ou de remédier, le cas échéant, s'il y a des aléas, des difficultés, essayer de voir comment remédier aux difficultés rencontrées. Donc, c'est à la fois quelqu'un qui va recevoir votre demande et établir avec vous le besoin que vous auriez par rapport à ce projet de création d'entreprise, et aussi vous suivre tout au long de ces démarches. Et notamment, il va pouvoir vous accompagner nécessairement dans la mobilisation d'un dispositif en particulier, qui est le dispositif d'émission reconversion, donc pour un projet de création d'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que votre projet va s'inscrire dans un dispositif démissionnaire. On va voir, le dispositif, c'est une ressource que vous avez, mais il y a d'autres moyens, d'autres façons d'inscrire, de mettre en œuvre son projet que le dispositif démissionnaire. Par contre, on l'a ici fléché et on va faire un focus particulier. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir mobiliser ce dispositif, on va vous expliquer en quoi ça consiste, et bien vous allez devoir nécessairement passer par un conseiller en évolution professionnelle. C'est pour ça on va insister sur ce webinaire, mais on va vous présenter aussi les alternatives, parce que ça va être important aussi lors de ce premier entretien, ou en tout cas lors de votre accueil, d'établir avec vous les alternatives possibles au projet et à votre plan d'action. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans le détail de l'articulation du projet de création d'entreprise. La première chose, d'accord, au type que va faire quand on a un projet, c'est d'utiliser les bonnes méthodes pour concevoir son projet. Alors, quel que soit votre projet de reconversion professionnelle, et en particulier celui de la création d'entreprise, la bonne méthode, c'est de faire. C'est-à-dire d'être actif sur son projet, d'effectuer des démarches concrètes. Un projet de reconversion, un projet de création d'entreprise, c'est un projet que vous allez avoir du mal à concrétiser tout seul chez vous, devant votre ordinateur ou devant votre glace, d'accord, pour savoir quelles sont les décisions que vous devez prendre. Vous allez probablement, pour bien faire, devoir faire des démarches, aller rencontrer, interpeller, aller sur des réunions d'information, rencontrer différents interlocuteurs, des spécialistes, éventuellement échanger avec d'autres créateurs, échanger avec des clients potentiels, vous renseigner sur des concurrents. Et ça, c'est des démarches actives. Donc, la création d'entreprise, c'est quelque chose qui est très pratico-pratique.
Ce n'est pas une démarche qui va être strictement intellectuelle dans laquelle vous allez recenser des informations documentaires pour bien être menée et pour permettre de concrétiser votre idée et d'en faire un projet. Il va falloir probablement, comme méthode, appliquer des méthodes de confrontation et d'interpellation d'acteurs, de dispositifs, etc. Donc, c'est une démarche qui va être active et une démarche de terrain. Super, merci Hervé. Je te coupe, je me permets juste, donc du coup, comme tu nous viens de nous le dire, la création d'activités, elle est très liée au réseau que l'on va se faire. J'imagine que tous les contacts qu'on va pouvoir rencontrer, les experts, les échanges que l'on va avoir. Et du coup, le CEP peut être une première entrée, un premier contact pour développer ce réseau. Mais est-ce que je peux venir rencontrer mon CEP à tout moment de la création, même si j'en suis qu'à une simple idée vague encore, ou que je suis aux portes de la création? Je peux venir rencontrer mon CEP à tout moment? Alors, tout à fait. Tu peux venir l'interpeller au moment où tu as ne serait-ce que l'ébauche d'une idée ou une intention, une envie, sans avoir forcément fixé ton idée dans un projet particulier, puisque, comme je le rappelais tout à fait au départ, la première chose qu'on va faire, c'est justement de faire cet état des lieux ensemble pour voir à quelle étape de ton projet tu vas être, hein, et en fonction de ça, quels vont être tes besoins en termes d'information, d'accompagnement, de ressources et de mobilisation. Donc, à partir du moment où tu te lèves un matin, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où tu vas vouloir immatriculer prochainement une activité, dans tout cet intervalle de temps, tu vas pouvoir interpeller ton conseiller en évolution professionnelle qui va, en fonction de ta demande et de ta situation, s'adapter et établir avec toi les besoins que tu as. D'accord? Et donc, effectivement, on peut être interpellé dès l'idée, hein, ou même, Parfait. parfois, ça m'est arrivé que des gens m'interpellent en disant: «Voilà, j'ai envie de créer, mais j'ai aucune idée sur ce que ça peut être. Comment je peux m'y prendre?» Il y a des D'accord. méthodes pour éventuellement, bon, c'est pas nécessairement, le le plus grand nombre de questions qu'on a, d'interpellations qu'on a en tant que conseiller, parce que souvent les gens viennent nous voir avec une idée précise, mais on peut, de toute manière, on prendra le temps de répondre et d'examiner cette demande-là et d'établir avec lui quel est le besoin. Il arrive aussi parfois, hein, que des gens viennent nous interpeller sur un projet de création d'entreprise et que lors de l'examen de l'état des lieux, on va élaborer d'autres solutions, d'accord, que simplement la création d'entreprise. On va le voir quand on va pouvoir établir des plans alternatifs. Voilà. Donc la première chose, l'insistance, hein, c'est en faisant qu'on fait. Je crois qu'un projet, quel qu'il soit, de reconversion professionnelle, il doit s'appuyer sur des démarches concrètes de terrain pour obtenir les meilleures chances de réussite et de concrétisation. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est aussi, ce qui est important, c'est de programmer son projet dans le temps. Pourquoi? Parce qu'un projet, ça prend du temps. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, on va le voir notamment sur le dispositif démissionnaire, mais en particulier, il y a un planning à respecter, donc des délais, d'accord, et que ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Voilà. Et ça peut même prendre beaucoup de temps, d'accord, parce qu'il y a des conditions à réunir pour concrétiser le projet qui ne dépendent pas que de vous. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné sur Bordeaux une personne qui voulait créer une entreprise, mais voulait ouvrir une boulangerie. Et cette personne a mis 3 ans pour trouver l'emplacement adéquat pour ouvrir son entreprise. Pourquoi? Parce qu'il savait très précisément le type de zone de chalandise, on va voir, donc d'emplacement, de secteur géographique qu'il voulait, puisqu'il voulait toucher une clientèle en particulier, enfin en tout cas un type de clientèle. Et donc, le temps qu'il trouve ce local, ça a pris 2 ans. Par contre, le jour où il a trouvé ce local, qui était celui qu'il cherchait au sens bien adapté en termes d'implantation, son projet a pu très bien fonctionner. Donc, si le problème, c'est une question de temps, ce n'est pas un problème si vous le savez. Par contre, si vous n'avez pas mesuré et planifié votre projet, vous risquez de vous retrouver dans une frustration, une impatience qui va peut-être venir entamer la confiance que vous avez dans vos démarches, etc., alors même que c'est juste une question de temps. Donc, le CEP va être là aussi pour vous donner, pour essayer de planifier avec vous ce temps dans les étapes de la création.
Une autre chose qui est importante quand, on va, effectivement avoir un projet, c'est effectivement, il ne faut pas hésiter à parler de son projet, hein. Nicolas l'a très bien dit, aller, vers les réseaux, parler de son projet. On a tendance, parfois à se dire: «Si je parle des choses, on va me piquer mon idée», hein. C'est un raisonnement qu'on peut avoir sur la création d'entreprise. Ce risque-là, il est quasiment nul. Hein, parce que rassurez-vous, des idées, c'est pas nécessairement l'idée qui va vous permettre, qui va être concrétisée, c'est votre projet. D'accord? Et ça, donc ne n'ayez pas peur de parler de votre idée pour obtenir des informations et aussi de vous entourer des bonnes personnes. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de personnes dont le métier est d'accompagner la création d'entreprises ou des gens qui ont une expertise particulière qui va être utile à votre projet de création d'entreprise. Bon, je vais vous les présenter ultérieurement, mais et le CEP va être là aussi pour, en fonction du besoin que vous avez, d'accord? Si par exemple vous avez des besoins en termes d'études de marché, ou si vous avez des besoins en termes d'analyse financière, ou si vous avez des besoins en termes de juridiques, de voir quels peuvent être sur votre territoire les interlocuteurs, et il vous donnera une liste d'interlocuteurs potentiels que vous pourrez contacter ou vous aidera à les contacter le cas échéant, d'accord, pour les interpeller sur votre projet. Alors, quand on a un projet de... Oui, dis-moi Nicolas, je vois que Tu tu me lèves le vois? doigt, j'en Oui, déduis que tu tu as voulais raison. intervenir. Oui, Vas-y, c'était juste dis-moi. parce que je me disais bah, justement sur le temps de la création, en fin de compte, tu l'as bien dit, mais je voulais que tu nous le reprécises. Ça, c'est très aléatoire en fonction de la personne, où en est son projet, du type d'activité qu'elle veut créer, du statut qu'elle va choisir, etc. Je vois une question, par exemple, sur l'auto-entrepreneur. Nathalie nous demande est-ce que le sujet auto-entrepreneur sera abordé. Je ne l'ai pas vu dans le plan de la présentation. Mais si je veux créer en auto-entrepreneur, c'est plus rapide peut-être parfois. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser le temps de la création, combien de temps moyenne ça met, si tu as une idée, mais j'imagine déjà ta réponse, c'est très aléatoire. Non, alors, bon, si tu fais les réponses et les questions et les réponses, Nicolas, moi j'arrête, je ne déconnecte, hein, je quitte ce webinaire. Non, Pardon, alors plus Hervé. sérieux, non, non, mais je plaisante. Non, plus sérieusement, bien évidemment, le temps de la création, c'est le temps du projet. C'est-à-dire que c'est important de vérifier un certain nombre de choses dont on va parler ensuite, idéalement pour réussir votre projet. Mais personne n'a raison, le temps de l'auto-entreprise aujourd'hui, si tu veux créer une auto-entreprise, tu vas aller te connecter sur le site auto-entrepreneur-usaf.fr et en l'espace de peut-être 30 minutes, tu auras un numéro d'immatriculation. Est-ce que tu auras pour autant un projet? Ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas en mesure de te dire, je serais en mesure si tu m'interpellais personnellement sur le projet, mais c'est pas parce que tu as un numéro d'immatriculation que tu as un projet et un projet qui va réussir. D'accord? D'accord? Donc il faut distinguer, et c'est là aussi ce qui peut être l'étape de concrétisation avec ce qu'est la concrétisation d'un projet. Le CEP va permettre de replacer, d'accord, la demande initiale de création d'entreprise dans une démarche de projet. Au stade où j'en suis, avec les questions que je me pose et avec les réponses que j'ai obtenues à ce stade, qu'est-ce qu'il me reste à faire, d'accord, pour créer? Est-ce que je peux créer tout de suite? Après, c'est de toute manière de la liberté de chacun de créer quand il le souhaite, hein, et le CEP ne pourra pas interdire. Voilà. Par contre, il y a des dispositifs qui, que les personnes, si elles souhaitent les mobiliser, le dispositif démissionnaire en particulier, qui prendra un certain délai de réalisation. Voilà, il y a d'autres démarches, j'ai évoqué la recherche de local qui peut en nécessiter. Mais après, c'est pour ça qu'on posera la question du temps, qui est effectivement, tu as raison, une question centrale. La plupart des personnes, je pense que ces personnes en fait peut-être partie, elles sont impatientes de concrétiser un projet de reconversion professionnelle. Et c'est très bien, c'est dans leur motivation, c'est dans leur ambition. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va plus vite que c'est mieux. Voilà. C'est simplement, je pense que ce qui est important, de créer au bon moment. Et au bon moment, ça va être avec effectivement un projet finalisé. Voilà. Mais ça peut être rapide. Les gens peuvent effectivement nous interpeller avec un projet qu'ils ont étudié, qu'ils ont bien étudié, sur lequel ils ont fait des démarches concrètes, ils ont rencontré des clients potentiels. Ils ont établi ils ont regardé la concurrence qu'ils avaient, mis en place une offre
qu'ils pensent et au regard de leur étude effectivement bonne, et ils vont pouvoir créer rapidement. Ils ont choisi leur statut juridique, ils ont vérifié que leur projet, ils allaient pouvoir le financer et qu'il allait être rentable. C'est les étapes on va énumérer par la suite, détailler. Et là, à ce moment-là, effectivement, ça peut être très rapide. Voilà. Avant que vous continuiez, on a des questions dans le chat. Ouais. Allez-y. Vas-y, Marlène. On en a une qui concerne la reprise d'entreprise. Est-ce qu'elle rentre aussi dans le périmètre d'un accompagnement CEP? Alors, c'est une excellente question. Parce que quand on parle de création d'entreprise, il faudrait systématiquement parler de création ou reprise. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous pouvez très bien, on a dit, arriver avec une idée de création et finalement concrétiser une idée de reprise d'entreprise, parce que c'est des projets qui sont tout à fait, qui existent aussi. C'est une façon de concrétiser un projet de création que de reprendre une entreprise. La reprise a des avantages que la création n'a pas, et aussi des désavantages, mais souvent on envisage la création systématiquement par le biais ou l'entrée de la création, alors même que la reprise est aujourd'hui aussi une modalité de création d'une activité indépendante qui est tout à fait possible et qui présente bien des avantages. Je vous donne juste un exemple, je vais prêcher pour ma paroisse, je ne vais pas faire plus de publicité que ça par la suite, mais aujourd'hui, en Gironde, dans les 5 prochaines années, il y a 20% des entreprises artisanales qui vont partir à la retraite. Vous imaginez qu'effectivement, il y a là des opportunités de reprise et de transmission qui peuvent effectivement être tout à fait adéquates, adaptées à un projet de création d'entreprise. Donc, c'est tout à fait la reprise ou la création. Les deux sont, on peut interpeller un conseiller en évolution professionnelle, qu'on ait un projet de création ou un projet de reprise. Et se peut même que lors des échanges avec un conseiller, on établisse que l'étude d'un projet de reprise peut être aussi une alternative, hein, puisqu'on on voit juste après, il y a pensé à des pistes alternatives. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire en sorte d'augmenter les chances de réussite au maximum du projet. Et donc, quand on va établir un plan d'action pour un projet, on va peut-être voir s'il y a des alternatives possibles, si ce projet-là ne pouvait pas être concrétisé, d'accord, pour en étudier aussi d'autres et en hiérarchisant, hein, vos projets, en disant voilà, ça c'est ma priorité, mais celui-ci pourrait m'intéresser aussi. La reprise en faisant par exemple partie, ou éventuellement de vous implanter dans un lieu ou un autre, d'accord. Et à ce moment-là, l'idée c'est de sécuriser votre parcours de reconversion professionnelle. Plus vous aurez d'alternatives, plus vous aurez des chances d'en voir une aboutir. Concrètement, Petite dis-moi. question, petite question subsidiaire, Il n'y a Hervé. pas de petite question, Nicolas. Et justement, sur la reprise d'entreprise, est-ce que vous, à la CMA, parce que toi, tu fais partie de la CMA, et donc on peut peut-être parler de façon globale, les Ouais, je voulais pas chambres des tout. Oui, métiers, oui, 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 dis-moi. oui, tu es CEP, mais en même temps, tu es à la CMA. Est-ce que vous avez, comme ça, la possibilité d'orienter des repreneurs potentiels vers des cédeurs, vers des personnes qui veulent céder? Est-ce que j'ai envie de reprendre une entreprise, mais je ne sais pas laquelle, je sais pas. Est-ce que je peux être orienté vers des Tout à listes ou je fait. ne sais quoi? Ouais. Oui. Alors, bon, je ne suis pas ici pour représenter la chambre des métiers, en particulier, Non. mais je vais le faire puisque tu me poses la question concernant ce que je connais effectivement bien. Donc la chambre des métiers, c'est une chambre consulaire qui, a pour, mission d'accompagner les artisans tout au long de leur vie entrepreneuriale. Ça veut dire depuis l'étape des porteurs de projets, d'accord? Des gens qui ont l'idée et qui veulent créer l'entreprise, jusqu'à effectivement à l'étape de la transmission. C'est-à-dire, et en passant par les étapes de l'appui au développement, d'accord, à la formation des artisans, et cetera, et cetera. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, si on reçoit un porteur de projet qui a un projet et qu'on a un cédant qui veut transmettre et qui accepte d'être mis en relation, effectivement les rapprocher. Il y a d'autres moyens d'être rapproché d'offres, mais celle-ci en fait partie. Donc effectivement, on a des cédants qu'on accompagne à la chambre de métier, qui peuvent avoir médiatisé leur offre de cession sur des sites auto ou pas, mais qu'on peut mettre en relation avec effectivement les porteurs de projets. Parfait. Je Et, pense et que c'est le cas d'autres organismes, d'autres chambres consulaires comme la chambre de commerce, la chambre d'agriculture,
qui ont une mission, sachant qu'aujourd'hui, évidemment, tu comprendras facilement qu'il y a un enjeu aussi à transmettre pour les cédants, d'une part, qui transmettent un savoir, une activité, hein, avec de la clientèle, avec peut-être l'implantation, et puis aussi pour des salariés qui seraient dans les entreprises, de conserver cet emploi. Donc, ce sont aussi des dispositions, je ne vais pas parler quand Marlène m'en a parlé, qui sont aidées de façon particulière, la reprise. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance de penser que la reprise, ça coûte plus cher, mais ce n'est pas parce que ça coûte plus cher que c'est plus difficile à financer. Il faut le savoir. Il est parfois plus difficile de financer moins quand c'est moins cher que quand c'est plus cher. Voilà. Donc, tout simplement parce qu'il y a dans la reprise des éléments, des garanties, des savoir-faire, des choses qui vont permettre plus facilement d'obtenir l'adhésion des financeurs et des dispositifs de subvention. Voilà. Et alors, puisque tu en parlais, Hervé, s'il y a tant d'entreprises à reprendre en Gironde, on a une question. Si je veux créer une entreprise dans une autre région que celle dans laquelle j'habite, est-ce que je dois contacter le CEP de ma région ou le CEP de la région dans laquelle je veux créer mon entreprise? Alors, tu vas devoir contacter le CEP de ta région, d'accord, initialement, mais tu pourras très bien être mis en relation, d'accord, avec les dispositifs de la région sur lesquels tu veux t'implanter ou reprendre ton entreprise. Ce ne sera pas un problème. Et quant au dispositif démissionnaire, tu pourras aussi déposer dans une région, même si ta démission concerne une autre région. Et quant au réseau, évidemment, bon, que ce soit le réseau des chambres consulaires en particulier, qui est un réseau national, il maille évidemment tout le territoire et tu peux, sur tous les territoires, contacter les chambres consulaires pour connaître les opportunités de reprise si c'est nécessaire. Merci. C'est bon? OK. Ouais, on continue. Bon, alors, on en était aux pistes alternatives. Juste, il y a une chose sur laquelle j'avais pas terminé quand même, sur s'entourer des bonnes personnes. Alors c'est très bien de s'entourer, hein, vous savez que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, c'est une réalité. Le fait d'être accompagné, ça va augmenter vos chances de réussite, d'accord. Par contre, ce qui va être très important quand vous allez être entouré, c'est important quand vous avez un projet de création d'une activité indépendante que vous soyez, que ce soit vos décisions et vos décisions seules, d'accord? Que ce soit vous qui preniez les décisions par rapport à votre projet. Les personnes qui vous accompagnent ne sont pas là pour prendre des décisions à votre place. Ils peuvent vous conseiller, vous donner des informations, mais vous devez être en mesure de décider par vous-même, pour vous-même, des décisions que vous allez prendre quant à votre projet. Les pistes alternatives, je l'ai dit, effectivement, si vous avez plusieurs pistes, vous augmentez vos chances de réussite. Et puis ensuite, il y a aussi une question qui peut être importante, c'est un projet de création. Ça peut être un projet qui va nécessiter un besoin en formation, par exemple, pour se mettre en conformité avec une réglementation. Hein. Vous avez des activités qui nécessitent d'avoir une formation, d'accord, pour d'être titulaire d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle pour pouvoir, dans le domaine, pour pouvoir créer. Bon, la chambre d'artisanat, alors encore une fois, je vais devoir parler de ma chapelle. La chambre des métiers est bien placée pour ça, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui sont réglementées. Par exemple, les activités liées au secteur de la construction, qui sont des activités artisanales. Bon, pour faire vite, la chambre de métier, c'est les activités avec lesquelles on travaille avec ses mains. Hein. C'est les activités manuelles. Et donc, dans la construction, on va travailler avec ses mains. Eh bien, ces activités-là, la plupart nécessitent d'avoir une formation ou une expérience dans le secteur. Donc, si on a un projet de création et qu'on ne répond pas aux exigences de réglementation, on pourrait avoir besoin préalablement, avant de créer son entreprise, tu parlais du délai, hein, Nicolas, tout à l'heure, voilà un délai qui peut être effectivement à intégrer dans un projet, ben, ça va être nécessaire de prendre ce temps de formation. Alors, on va le voir sur le dispositif démissionnaire, ce temps de formation, il peut être intégré, d'accord, quand la formation était obligatoire particulièrement, ça peut être posé comme un préalable nécessaire à un projet de création d'entreprise et être donc validé comme tel. Voilà. Je continue, on va passer au slide suivant. Pour parler de l'environnement, alors on a parlé des interlocuteurs, de s'entourer des bonnes personnes. Donc je vais vous présenter rapidement l'écosystème de la création d'entreprise, le principe, d'accord?
les principaux acteurs, hein, et dispositifs qui peuvent être interpellés. Alors, ces acteurs-là, ils sont interpellés en fonction de vos besoins, d'accord, et donc de l'état d'avancement de projet. Donc, le CEP, quand il va vous recevoir, il va établir avec vous, en fonction des questions que vous vous posez, des besoins que vous avez, des questions que vous avez déjà obtenues, l'avancement, quels peuvent être les interlocuteurs, d'accord, qui sont disponibles et que vous pouvez mobiliser pour votre projet. Alors, il y a effectivement les experts comptables, d'accord? Les experts comptables, vous les connaissez, ce sont les professionnels de la comptabilité, mais aussi ce sont donc qui pourront suivre votre activité comptablement, d'accord? Toutes les activités n'ont pas l'obligation d'avoir un expert comptable, il faut le savoir. Par exemple, parler l'auto-entrepreneur où un expert comptable n'est pas obligatoire. Mais c'est aussi des gens qui peuvent être contactés en amont sur des études de faisabilité financière, puisqu'ils ont l'expertise et les compétences pour le faire. Ils ont des missions de conseil sur lesquelles ils peuvent renseigner aussi sur les questions qui relèvent du choix du statut juridique, d'accord? Ou sur des questions qui vont relever sur des conditions générales de vente, des questions un peu plus juridiques, d'accord? Des contrats avec des fournisseurs ou des sous-traitants, etc. Même si là, il y a d'autres interlocuteurs qu'on n'a pas mis ici, parce qu'on ne les a pas tous mis, qui peuvent être tout simplement les avocats, d'accord? Qui peuvent aussi vous donner ce type d'informations. Mais là, vous voyez, par contre, un expert comptable, commencer un projet de création par un expert comptable, en fonction, si on en est au stade de l'idée, c'est pas nécessairement le premier interlocuteur qu'on ira voir, même si c'est un interlocuteur utile, hein. Mais peut-être dans une deuxième phase, pour préparer, par exemple, une étape de recherche de financement, si on veut présenter un business plan pour financer son activité. Il y a aussi les organismes de financement. Ces organismes de financement, ils vont intervenir précisément dans l'étape que je viens de citer, quand on va devoir financer son activité. Bon, pour financer une activité, il faut avoir un projet. Si vous avez une idée, vous ne pourrez pas la financer. Donc, ce n'est pas forcément les premières qu'il faut falloir contacter aussi, sauf si vous êtes à une étape où votre projet a été formalisé, bien structuré, et que vous êtes en mesure de présenter un projet pour une demande de financement. Alors, quand on parle d'organismes de financement, évidemment, on parle des établissements bancaires, qui en font partie, hein, et qui sont des acteurs évidemment importants du financement de la création d'entreprises, mais ce n'est pas les seuls, parce qu'il existe des dispositifs dédiés, soit d'aide sous forme de subvention, soit sous forme de ce qu'on appelle des prêts d'honneur, d'accord? C'est-à-dire des prêts à taux 0%, hein, qui vont aider à financer à moindre coût donc un projet de création, ou soit des acteurs spécifiques qui peuvent financer des micro-projets ou qui peuvent financer des projets quand on n'a pas accès nécessairement aux ressources du financement bancaire. Hein, les organismes dits de microcrédit. Donc, il existe plusieurs acteurs. Donc, en fonction de votre territoire, le conseiller en évolution professionnelle sera en mesure de vous fournir la liste de ces organismes. Mais là aussi, en vous rappelant que c'est pas nécessairement, que ça dépend de l'étape où vous en êtes, et qu'il va essayer de programmer avec vous à quel moment il sera nécessaire de de contacter ces organismes-là. Les organismes de formation, on en a parlé. On va en reparler tout à l'heure, puisque cette formation, évidemment, ça va dépendre quel est votre besoin de formation, parce que ça peut être un besoin par rapport à la réglementation, mais c'est aussi ça peut être un besoin parce que vous avez envie de développer des compétences entrepreneuriales. Vous avez envie de vous former, par exemple, à la communication numérique sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité pour bien utiliser, par exemple, Facebook pour la promotion de votre offre de service et de vos produits. Mais ça peut être des formations qui peuvent être préalables. Vous avez envie de savoir calculer un prix de revient et établir la rentabilité, le calcul de marge de votre activité. Ça, c'est des formations qui peuvent être aussi utiles à la réalisation de votre projet. Donc, les organismes de formation qui interviennent dans le domaine soit de la formation, soit dans le domaine technique que vous recherchez. Ensuite, vous avez des cabinets d'études. Ces cabinets d'études, c'est quand vous allez avoir besoin d'une expertise technique en particulier. Par exemple, vous êtes créateur d'une solution qui va nécessiter de déposer un brevet. Vous allez avoir besoin d'une expertise pour la rédaction d'un brevet, et à ce moment-là, vous pourrez contacter ce type de cabinet. Mais ça peut être aussi
vous avez une création vous créez des conserves alimentaires, vous avez besoin de faire tester vos conserves pour les mettre sur le marché. Vous voyez, bon, là, c'est véritablement ces cabinets d'études, hein. Ça a distingué des cabinets d'expertise comptable, parce que ça s'appelle aussi un cabinet, mais là, ça correspond à des besoins spécifiques techniques. Est-ce Ensuite, que vous avez. Vas-y, dis-moi, Nicolas. Excuse-moi Hervé, je me fais un peu le maître du temps aussi. Je vois que le temps file. Il faut qu'on puisse aborder aussi Ok. quelques questions. Les chambres consulaires, tu nous les as déjà présentées. Les organismes d'accompagnement, tu l'évoqueras aussi avec les pépinières rapidement ou les couveuses. Et Oui. on avait une question à propos. Il y a Claire qui nous dit allez-vous parler du statut de la SCOP qui peut accompagner le porteur de projet, phase de couveuse, passage au statut de salarié? Ah Je ben, écoute, pense que alors, là, il y a une confusion parce que la SCOP, pour moi, c'est un statut d'entreprise un peu particulière, de ouais. coopérative, où les salariés sont aussi propriétaires de l'entreprise. Donc, du coup, si on crée en SCOP, elle n'appartient pas à un individu, mais elle appartient à tous ces salariés. Est-ce que tu veux compléter? Je ne comprends pas bien Alors, la question de Alors, Claire, mais… la question de Claire, si j'ai bien compris, alors on ne va pas rentrer dans le détail des statuts Ouais. juridiques lors de ce webinaire parce que ce n'est pas le propos et parce que tout simplement parce que ça nous prendrait beaucoup de temps et que là on essaye de retracer le parcours dans son intégralité. Mais pour répondre à la question de Claire, il y a effectivement, on parle ici d'organismes d'accompagnement, c'est-à-dire que vous pouvez être accompagné dans un dispositif de création, dans un projet de création d'entreprise. Et si par exemple, vous avez un projet de création dans l'artisanat, vous pouvez être accompagné par la chambre de métier, dans le commerce, par la chambre de commerce. Ces dispositifs, il y en a, sont soit pris en charge, soit payants, d'accord. Et dans le cas des coopératives, tu peux être accompagné aussi par la Fédération des coopératives parce que tu as un projet de créer une SCOP. Donc, quand on va, le conseiller en évolution professionnelle, il va effectivement établir avec toi, en fonction de la nature de ton projet, quels sont les dispositifs d'accompagnement. Les dispositifs gratuits, les dispositifs payants, il va forcément te donner la liste des gratuits déjà pour que tu saches, d'accord, et éventuellement te dire, bah oui, sur la coopérative, ce sera peut-être la fédération des SCOP, peut être utile à votre projet. Vous avez un projet artisanal, la chambre de un projet agricole, la chambre consulaire. Si vous avez un projet en microcrédit, peut-être un dispositif de microcrédit qui peut t'accompagner dans ces étapes. En fonction d'un territoire, tu as des gens qui peuvent accompagner en fonction d'un territoire. La seule petite chose qu'il faut juste souligner ici, c'est que le dispositif de pépinière, c'est un dispositif qui est mobilisable après la création d'entreprise. C'est quand vous êtes déjà immatriculé. Donc, ce n'est pas un dispositif qu'on ira mobiliser en amont de la création. Par contre, vous avez des couveuses d'entreprise qui ressemblent à ça, d'accord, et qui peuvent être mobilisées en amont. Bon, mais ça, c'est des détails que le conseiller en évolution pourra vous préciser, hein, pour vous donner des informations précises pour votre prise de décision. Voilà, je passe rapidement. J'ai cru comprendre que tu me disais que j'étais un petit peu trop Non, bavard, non, mais c'est important tout non, ce mais que tu tu nous as racontes. raison, parce que Mais, je n'ai pas effectivement pris le soin et on avance, tu as raison. Alors, on parlait du dispositif démissionnaire. On vous a dit, on va faire un focus particulier sur le dispositif démissionnaire. Pourquoi? Bah parce que si vous avez un projet de création, depuis 2019, vous avez la possibilité de démissionner sous certaines conditions, d'accord, et de bénéficier de l'assurance chômage dès votre démission. Vous savez que d'une façon générale, globalement, si vous démissionnez, cela ne vous ouvre pas de droit à la création, à l'assurance chômage, parce que pour ouvrir les droits, vous devez avoir subi, il faut que ce soit une décision involontaire. Donc la démission est une décision volontaire, vous n'ouvririez pas de droit, sauf dans un cas précis où vous auriez mobilisé ce dispositif de démission reconversion pour un projet de création d'entreprise. Et à ce moment-là, les conditions pour pouvoir en bénéficier, ça c'est très important, c'est qu'il faut nécessairement que vous soyez en CDI au moment de la création, au moment de la démission, pardon, et que vous ayez au moins 5 ans d'activité salariée sur les 5 dernières années, que vous ayez 5 années complètes, sans interruption. Alors, sans interruption, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait eu plus de 2 jours, enfin entre 2 et 5 jours maximum d'interruption sur donc les 1300 jours que comptent 5 années. Donc ça, c'est une cause, une condition nécessaire et indispensable pour pouvoir mobiliser ce dispositif. Et vous pouvez
le vérifier en vous connectant à cette adresse mail où vous aurez un lien vers un simulateur qui vous permet de vérifier les conditions d'éligibilité. Si vous répondez effectivement favorablement aux conditions d'éligibilité, auquel cas de recevabilité, vous pourrez à ce moment-là déposer un dossier auprès de la CEPIR avec l'appui d'un conseiller. Cet appui, il est obligatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le déposer seul. Vous avez l'obligation de le faire avec un conseiller en évolution professionnelle et la commission étudiera votre projet, d'accord, et statuera sur le fait que ce projet est réel et sérieux. Donc le conseiller sera là pour vous indiquer quelles sont les conditions, les meilleures conditions, l'argumentation et les démarches à réaliser pour présenter un réel et sérieux. Et si c'était le cas, si c'était validé, vous pourriez à ce moment-là quitter votre entreprise en démissionnant. Il y a d'autres façons de quitter son entreprise, puisque vous pourriez par exemple faire une rupture conventionnelle avec votre employeur, auquel cas vous n'auriez pas besoin de dispositif démissionnaire. Et à ce moment-là, vous aurez effectivement le droit à l'allocation chômage dès votre inscription. Pourquoi c'est intéressant pourquoi avoir l'assurance chômage? Vous allez me dire, si je veux créer, c'est parce qu'il y a des aides financières qui sont liées à l'assurance chômage et qui peuvent vous aider, d'accord, lors du lancement et du démarrage de votre activité. Donc, c'est une façon que vous avez effectivement de pouvoir sécuriser. Hein, il n'est pas indispensable nécessairement d'avoir de l'allocation chômage pour créer, mais ça peut être une aide. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, vous seriez effectivement indemnisé et vous pourriez donc bénéficier des aides à la création d'entreprise du Pôle emploi pour votre projet. Je vous interromps 2 minutes. Oui. Il y a Pépinos qui voudrait savoir si quelqu'un à 80% peut-il être éligible À 80% de à temps partiel. Ah oui, partiel, très bonne remarque. C'est 5 ans d'activité, mais ça peut être à temps partiel, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il n'y ait pas eu de rupture dans les contrats de travail de plus de 5, on va dire, c'est 2 jours, mais sur les 5 ans, on va dire jusqu'à 5 jours. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture supérieure au total à 5 jours entre 2 contrats de travail. Par contre, cette activité peut être partielle, voire très partielle, c'est-à-dire que ça peut être un contrat de 2 jours par semaine, mais vous avez le contrat de travail. D'accord? Donc ça, il faut nécessairement aller le vérifier sur le simulateur. Si la personne veut vérifier son éligibilité, elle pourra le faire en se rendant sur le site démissionreconversion.gouv.fr. Et elle aura accès à un lien vers le simulateur pour vérifier les conditions de recevabilité. Mais tout à fait, en temps partiel, c'est possible. Par contre, il faut nécessairement que ce soit de droit privé et des entreprises françaises, des contrats de droit français. Et donc, on a une deuxième question. En ce qui concerne les 5 ans d'activité, est-ce que le congé parental, les congés maladie et les congés maternité sont considérés comme des interruptions? Non, c'est aussi une très bonne question. Alors, vous avez tout cela est précisé sur le site, mais on peut le dire, les congés parentaux ne sont pas des périodes d'interruption. Par contre, et les congés parentaux ou congés maladie. Hein, par contre, un congé sabbatique, un congé sans solde, donc là, ce sera, et d'autres, d'accord, ou d'autres types de congés. Il faut le savoir, il existe des congés, y compris il existe des congés pour la création d'entreprise, qui peut être aussi une façon de programmer et d'installer de son projet. En tout cas, les congés sans solde, de façon générale, sont des périodes d'interruption. Tout cela est précisé sur le site d'émission Gouv. Peut-être pas, voilà, donc pour toutes ces questions très précises, peut-être vous renvoyez, c'est pas que je ne veux pas y répondre, mais pour qu'on ait le temps d'avancer un petit peu, puis si on aura le temps à la fin, on reprendra ces questions précises si nécessaire, si tu veux, Marlène. Ça te va? On avance. Vas-y, Je vais vas-y. mettre le lien dans le chat, on verra s'ils ont d'autres questions à Voilà, la fin. très bien, très bien. Tu as le lien vers le simulateur directement, si tu veux, hein, que tu pourrais mettre. Alors, qu'est-ce qu'un projet réel et sérieux? Donc, je vous disais, là, cette commission va vouloir effectivement vérifier que votre projet est un bon projet, et pour ça, elle va étudier. Alors, si vous voulez, on va commencer par le bas, puis on va remonter progressivement pour voir quelles peuvent être en quelque sorte les étapes à valider dans un projet de création. La première étape, c'est que pour créer un projet, il faut être la bonne personne. Il faut être la bonne personne, mais une bonne personne, non pas avoir des qualités morales. Hein. Bon, ça peut être utile, mais ce n'est pas indispensable. Mais par contre, il faut être une bonne personne en qualité de chef d'entreprise. Ça veut dire que
demain, vous avez un métier même si vous avez un métier que vous voulez convertir en création d'entreprise, je suis plombier, je veux créer une activité de plomberie, ce sera une condition nécessaire, mais ce sera peut-être pas suffisant parce qu'il faudra aussi des compétences en gestion, en commercial, en management, parce que demain, vous aurez plusieurs métiers, vous ne serez pas simplement plombier, vous serez chef d'entreprise, entrepreneur en plomberie, donc il faudra, avant de faire la plomberie, il faudra la vendre. Si possible, il faudra la vendre bien, c'est-à-dire gagner de l'argent, donc il faudra gérer. Et il faudra aussi manager, c'est-à-dire, et même si vous êtes tout seul, manager, ça veut dire, si vous avez des salariés, c'est vos salariés, mais si vous êtes seul, c'est vous manager vous-même. Être responsable et discipliné par rapport à votre projet. Ce n'est pas toujours le plus simple que quand on est seul, d'être capable aussi de se manager. En tout cas, ces questions-là, elles sont fondamentales et à cette étape-là, à ce titre-là, vous pourriez aussi avoir des besoins en formation, identifier des besoins en formation qui ne sont pas forcément des besoins obligatoires, mais qui pourraient être nécessaires parce que vous avez besoin de vous renforcer par rapport, je ne sais pas, à l'utilisation d'un logiciel informatique pour la gestion de vos factures et déclarations. Et ça, c'est bien de le faire avant de votre création, par exemple, plutôt qu'après. Donc tout ça, la première étape, c'est de partir de vous. Alors, c'est un bilan personnel de vos compétences par rapport à ce projet, donc les compétences obligatoires, les compétences nécessaires et utiles, et vérifier aussi que c'est le bon moment pour vous créer, c'est-à-dire que vous avez le soutien de votre entourage, que vous avez aussi des ressources financières qui vous permettent d'aller au-devant d'un projet qui va peut-être pas être rentable immédiatement, même s'il y a des aides qui sont mobilisables, en tout cas sécuriser aussi votre situation personnelle avant de vous lancer dans ce projet. Un autre aspect qui peut être important de vérifier aussi, c'est si votre projet était innovant. Alors, il n'est pas nécessaire qu'un projet soit innovant pour avoir un bon projet. Il peut être, par exemple, vous avez des projets qui ne sont pas innovants du tout et qui marchent très bien. La pizza à emporter, il y a 30 ans de ça, on mangeait et on vendait de la pizza à emporter. Aujourd'hui, on en vend et je suis prêt à parier que demain, on en vendra encore. C'est pas très innovant, d'accord? Pour autant, ça peut être un bon projet si vous êtes au bon endroit avec la bonne formule. Donc, il n'est pas l'innovation, le fait de vouloir faire des choses différentes des autres, au sens nouvelles en tout cas, c'est pas indispensable, c'est pas une condition nécessaire. Vous pouvez même être trop innovant, avoir un bon produit, mais que les personnes ne veulent pas acheter. Parce que c'est trop nouveau, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas rassurés par. Ce ne sera pas nécessairement un bon projet. Par contre, ce qui va être important, plus que l'innovation, c'est la différenciation. C'est-à-dire que vous soyez capable, même si vous avez un même produit, même si vous avez quelque chose qui correspond à un besoin qui existe déjà, de vous différencier de la concurrence. Alors, pas forcément en tout point, mais peut-être que si demain vous ouvrez une pizza, vous allez proposer une pizza aux fraises, par exemple, qui sera différenciante et qui sera un avantage par rapport à la clientèle parce que vous avez beaucoup d'enfants sur votre zone de chalandise, de parents et de famille, et qu'ils vont adorer la pizza à la fraise. Bon, ce serait bien de le vérifier avant avec quelques tests produits parce que je ne vous garantis pas, hein, mais bon, ça pourrait être une idée. C'est important aussi de connaître les moyens dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre projet. Alors ces moyens, ils vont être des moyens de nature, par exemple immobilière. Peut-être que vous avez besoin d'un local, technique ou commercial. C'est là aussi où le temps de trouver un local commercial, c'est à intégrer dans la planification de votre projet parce que ça peut prendre du temps. Et il faut aussi que ce local soit adapté. Si vous avez besoin d'un local commercial, ne pas vous implanter à un endroit où il n'y a pas de clients. Ce serait peut-être facile à trouver, pas très cher, mais par contre pas très rentable à l'arrivée. Donc des moyens immobiliers, des moyens matériels, bien évidemment, établir vos moyens et établir aussi les moyens humains dont vous auriez besoin. Oui, Nicolas? Oui, toujours pareil, Hervé, désolé de t'embêter. C'est Non, parce que le temps file, on dis-moi. a promis qu'on finirait à 11 heures, donc il faut qu'on puisse À midi, avancer ouais, le plus rapidement possible. Vas-y, ça n'hésite pas, marche. continue. Donc, ces questions des moyens, ça va vous permettre on va le voir dans l'étape de chiffrage, de savoir combien ça coûte aussi, ce qu'il va falloir financer, hein, c'est donc très important. Le potentiel d'activité. Alors, un potentiel d'activité, c'est très simple, hein, l'équation, elle est très simple, c'est vous prenez votre prix de vente et vous multipliez par le nombre de clients que vous pourrez avoir.
Et en fait, ça, une fois qu'on a dit ça, ça va vous permettre de calculer votre chiffre d'affaires prévisionnel pour vérifier la rentabilité de votre projet. Sauf que, évidemment, c'est pas aussi, pour savoir le prix de vente, bah, va falloir faire une étude de marché pour vérifier combien vendent vos concurrents déjà, combien seraient prêts à mettre vos clients potentiellement. Va falloir aussi savoir combien potentiellement vous êtes clients sur votre zone, etc., avant de savoir pour pouvoir calculer le potentiel d'activité. Et ce potentiel d'activité va peut-être falloir l'inscrire aussi dans l'avenir, c'est-à-dire comment ça va se développer à l'avenir et comment ça va progresser. Les perspectives de réussite et de développement. Donc, de développement, je viens d'en parler. Vous avez un projet à l'instant T, mais quand vous présentez un prévisionnel d'activité à un organisme de financement, vous allez le présenter sur plusieurs années, sur les 3 premières années notamment. Et donc, il faudra inscrire aussi cette planification-là et cette perspective de développement. Et dans les perspectives de réussite, eh ben, c'est effectivement, plus vous aurez plus étudié votre projet préalablement, vérifié que les clients existent, que vous êtes au bon endroit, qu'ils attendent votre projet, vos produits, plus vous aurez des chances de voir votre projet aboutir dans la réussite. Et la faisabilité du projet, ça va être notamment une étape importante qui est l'analyse financière. À travers la faisabilité, on peut parler de l'analyse financière, c'est-à-dire vérifier d'une part, savoir combien va coûter votre projet, combien il coûte, qu'est-ce que vous allez devoir investir, comment est-ce que vous pouvez le financer, est-ce que c'est finançable, si vous n'avez pas les ressources, est-ce que vous serez en mesure d'aller chercher des financements pour le faire. Et enfin, est-ce qu'une fois que vous aurez vendu, est-ce que vous aurez gagné de l'argent? Parce que c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Vous allez avoir évidemment des charges et ça n'est qu'une fois que vous aurez déduit vos charges de votre chiffre d'affaires que peut-être il restera une capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, elle devra servir à vous rémunérer, mais aussi à rembourser éventuellement un financeur, la banque ou d'autres organismes, et éventuellement aussi à financer votre entreprise, son développement, l'achat de nouveaux matériels, etc., etc. Donc voilà les informations, d'accord, à réunir pour établir un projet réel et sérieux. Ça marche, Hervé. Il te reste 3 minutes pour faire tes Alors, trois prochaines slides si on veut minutes, répondre aux questions. j'en ai besoin de deux, hein, Ah, tout super. simplement. Donc, puisque dans un projet des dispositifs démissionnaire, on va vous demander de déposer le volet qui va reprendre ce détail, mais aussi une étude de marché et un prévisionnel financier. C'est de toute manière des éléments qui sont nécessaires à réunir sur un projet de création, mais en particulier sur dispositif, on vous demandera de les formaliser et de les déposer avec l'étude du projet en complément. Donc concrètement, pour aller pour mobiliser le dispositif démissionnaire, vous devez vous rendre sur le site pour vérifier votre éligibilité. On en a parlé déjà, donc je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, vous devez nécessairement, obligatoirement prendre un conseil avec CEP. Vous aurez les liens pour contacter le conseiller en évolution professionnelle. De toute façon, vous avez tous les liens lors de la semaine. Et avec de l'aide de ce conseiller, vous remplirez votre volet CEP. Il vous orientera, si nécessaire, vers les prestataires qui seront en mesure de vous aider sur l'étude de marché et l'analyse financière pour pouvoir déposer votre dossier et que ce dossier soit étudié. D'accord. Et la commission, une fois que le dossier est déposé, dispose d'un délai de 2 mois pour donner sa réponse. C'est là où je disais en termes de planification, quand on mobilise notamment un délai, il y aura un délai, on va dire, de plusieurs mois, hein, qui peut être entre, on va dire, 2 à 3, voire plus, en fonction de l'état d'avancement, du délai nécessaire pour réunir toutes ces informations-là, d'accord, pour réaliser un projet démissionnaire. Et ça, c'est à tenir compte dans la planification aussi. Je crois donc, les conseils qu'on peut donner, c'est d'informer votre employeur dès le départ pour qu'il soit pas surpris effectivement et puis pour pouvoir le faire. Parler de votre projet autour de vous, on l'a dit, hein, vous entourer, mais aussi communiquer, faire des démarches concrètes. Même avant un premier contrat, travailler à une présentation de votre projet sur le projet. Faites-vous accompagner, on l'a dit, et anticiper des solutions de secours si le projet initial ne pouvait pas aboutir, le faire effectivement, avoir d'autres solutions de recours. Je crois que je vais pouvoir te passer la main, Nicolas. Eh bien, tu as été Un peu en parfait, retard, Hervé. désolé.
Non, il n'y a pas de souci, surtout que moi, ma partie sur le conseil en évolution professionnelle, je pense que beaucoup de gens la connaissent déjà. Malgré tout, avant que je commence, je me demandais si Marlène avait des questions dans le chat. Oui, j'allais vous couper justement. Avant de Vas-y. passer au conseil en évolution professionnelle, en cas de non-démission, est-ce que l'entreprise est obligée de vous réintégrer? Et si oui, est-ce qu'il y a un délai maximum? Alors, dans la mesure où vous n'avez pas démissionné, elle va pas vous réintégrer puisque vous êtes toujours salarié, hein. Donc effectivement, la démission, c'est vous qui l'actionnez quand vous le semblez. Par contre, vous pouvez avoir averti votre employeur, effectivement, que vous avez l'intention de démissionner et revenir sur votre décision. C'est tout à fait votre liberté et vous avez le droit, quand vous avez un projet de création, d'y renoncer aussi parce que, bah, vous sentez pas le coup ou même si vous avez un bon projet, c'est pas le bon moment pour vous. C'est pas parce que vous avez déposé le dossier et même obtenu l'accord que vous aurez l'obligation de démissionner. Vous avez encore 6 mois pour le faire après l'accord. Donc vous voyez, vous avez encore, le temps d'y réfléchir et de revenir et à ce moment-là, dans la mesure où par contre, si vous avez démissionné, vous réintégrez, ça supposera qu'il vous réembauche cette fois-ci, hein, si vous avez déposé votre démission. Mais en tout cas, si vous aviez l'intention, mais que vous n'avez pas déposé, il n'y a aucun problème et vous pouvez solliciter le dispositif sans démissionner, hein. Le dispositif, idéalement, faut pas avoir démissionné pendant que avant que la commission ait donné sa réponse. Il y avait une autre question, mais tu y as répondu entre-temps, qui est est-ce long pour avoir l'accord du CPIR? Et donc, il me semble que tu as dit que c'était 2 mois. 2 mois maximum, normalement, donc on peut, il faut ce qui est long, d'avoir toutes les informations. Une étude de marché et un prévisionnel financier, ça peut prendre du temps à réaliser. Mais sur le volet lui-même, CEP et à compléter le dépôt du dossier, ça peut être assez rapide et après les commissions aujourd'hui statuent régulièrement dans un mois. Quand on dépose en début de mois, ils statuent sur le mois suivant. Voilà, mais ça peut aller jusqu'à 2 mois. Ils ont réglementairement jusqu'à 2 mois pour le faire. Mais entre le moment où on contacte un CEP et on obtient la réponse, ça ne peut pas être une semaine. Ça va nécessairement être de l'ordre de quelques mois. Alors, ces quelques mois, ça peut être 2 minimum de mon point de vue, pour préparer et déposer, et ça peut être plus. Ça peut être aussi en fonction de ce que veut la personne et de son besoin, bien évidemment. Elle le fait quand elle veut. Et une dernière question avant de passer au conseil en évolution professionnelle, qui est comment connaître la liste des métiers pour lesquels on a besoin d'un diplôme? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, vous avez effectivement, vous pouvez avoir alors vous pouvez vous adresser aux chambres consulaires, hein, la chambre des métiers, si vous avez une activité artisanale et que vous voulez vérifier. Il y a des activités Toutes les activités artisanales ne sont pas réglementées, hein. Si demain vous voulez être couturière, vous voulez une activité en couture ou si vous voulez faire de fabriquer des articles en céramique, on ne va pas vous demander nécessairement d'avoir un diplôme. Par contre, avoir une formation là-dedans, pour vous, ça peut être utile pour bien faire et pour être performante, mais ce n'est pas réglementé. Par contre, il y a certaines activités qui sont réglementées. Le mieux, c'est de contacter les organismes consulaires dédiés, donc comme la CESAR, ou sur Internet, vous aurez des informations aussi sur la réglementation. Et le CEP sera en mesure de vérifier avec vous les conditions réglementaires pour l'immatriculation. C'est bon, du coup, Marlène, C'est bon, on Ouais. peut enchaîner. De toute façon, s'il y a d'autres questions et que vous pouvez déborder après il va être midi. Moi, j'ai dit 11 heures depuis tout à l'heure. Non, il va être midi. Après midi, nous, on peut rester encore 2-3 minutes. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, surtout à Hervé, qui est notre expert du jour. Le conseil en évolution professionnelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, tout simplement, sachez que c'est un métier qui est apparu en 2015 et puis qui a été remodelé en 2020. Et depuis le 1er janvier 2020, donc depuis plus d'un an et demi, il est toujours pareil. C'est un service complètement gratuit. Vous ne payeriez rien, excusez-moi, pour rencontrer et être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. L'accompagnement, les échanges que vous aurez avec lui seront complètement confidentiels. Il n'a pas du tout le droit, tout simplement, il a le secret professionnel, il n'a pas le droit de divulguer les échanges que vous aurez avec lui à qui que ce soit et encore moins à votre employeur. Après, si vous voulez partager les échanges que vous avez eus avec votre conseiller, c'est vous qui le décidez, mais lui,
il ne partage pas ces échanges-là. Il est neutre, le conseiller, c'est-à-dire qu'en gros, il est impartial, il ne va pas juger votre projet. C'est important tout ce que vous expliquez, Hervé, c'est qu'en gros, si vous venez rencontrer Hervé ou ses collègues, tous les conseillers en évolution professionnelle vont accueillir vos demandes, vos besoins en toute neutralité. Ils ne sont pas là pour vous dire « ça, c'est un super projet, vous avez raison, faites ça ». Non, 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 pas de jugement. Ils sont là pour vous dire « ok, vous voulez aller vers là, vous voulez aller vers ce projet-là, eh ben, je vous accompagne ». Et c'est vous qui, à la fin, verrez si ce projet est viable ou pas. En fin de compte, c'est vous qui allez vous rendre compte si vous pouvez continuer dans cette voie-là. Mais j'aime bien dire aussi, je pense qu'Hervé sera d'accord avec moi, que la démarche POSEJ, c'est aussi avoir parfois une démarche vers des projets qui n'aboutiront pas. C'est pas grave, c'est pas un échec, c'est pour mieux rebondir sur un autre projet. On l'entend beaucoup dans les médias et c'est pas faux, que c'est l'échec qui nous construit, c'est l'échec qui nous permet aussi de trouver la bonne idée, le bon projet. Donc, venez rencontrer un conseiller, c'est pas lui qui va vous dire quel est votre projet, quel est le meilleur projet pour vous, mais en tout cas, il va vous aider à structurer, à structurer votre projet et du coup, à vous orienter vers les meilleurs opérateurs. Pour qui nous, au réseau EVA, comme le groupement Évolution, en fonction de la région où vous habitez, vous avez un opérateur régional qui accompagne les salariés du secteur privé et les indépendants. Vous êtes salarié du secteur privé et indépendant, c'est les réseaux EVA, le réseau Évolution ou un autre en fonction de votre région qui va vous accompagner. Vous êtes salarié mais cadre. Dans ces cas-là, c'est l'APEC qui va vous accompagner. Vous êtes demandeur d'emploi. J'ai vu à un moment donné que Marlène avait répondu à une petite question. C'est Pôle emploi qui vous accompagne si vous êtes demandeur d'emploi. Si vous êtes jeune, de moins de 26 ans, demandeur d'emploi aussi, vous êtes accompagné par le réseau des missions locales qui sont présents aussi sur tous les territoires. Et enfin, vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, mais vous êtes dans une situation de handicap. Là, vous serez accompagné par Cap Emploi. Pour faire vite toujours, le CEP, comme je vous le disais, il est neutre, il est impartial, il vous accompagne, il vous aide, il vous conseille, il vous oriente, quel que soit le projet. Aujourd'hui, on évoquait la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise avec Hervé, mais vous pouvez venir rencontrer votre conseiller parce que vous avez besoin de vous qualifier dans votre domaine, que vous voulez évoluer dans votre secteur d'activité et rester salarié, c'est possible. Vous pouvez aussi venir rencontrer Hervé parce que vous voulez vous reconvertir, vous avez l'ambition de vous orienter vers un autre métier, pas de souci, il y a des dispositifs pour vous accompagner là-dessus aussi. Voilà, en fin de compte, quelles que soient vos démarches professionnelles, quelles que soient vos questions, vos besoins de faire un point sur votre situation au niveau professionnel, venez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, ils sont généralistes. Du coup, oui, comme je vous le disais, le conseiller vous accueille. La première entretien dure à peu près 1h30, 2 heures. Il va permettre au conseiller et à vous de faire un point sur votre situation. Il va faire ce qu'on appelle une analyse partagée de votre situation et il va peut-être, avec vous, commencer à réaliser un plan d'action que vous pourriez mettre en place en fonction, et ça j'insiste beaucoup, de votre demande, de vos besoins. Comme je vous le disais, c'est vous qui décidez, c'est certainement pas le conseiller en évolution professionnelle qui sait ce qui est mieux pour vous. Enfin, à la suite de cet entretien, si vous avez besoin encore d'un accompagnement, il vous a déjà donné des orientations, des conseils, mais vous vous dites, dans l'élaboration ou la formalisation de mon projet, Hervé parlait de création, vous pouvez avoir besoin de formaliser votre projet, par exemple, sur le démission création, sur le dispositif démission création que nous a présenté Hervé. Le CEP vous accompagnera encore, et ce, jusqu'à 18 mois, il peut vous accompagner et vous viendrez voir votre CEP, ça sera toujours gratuit. Pas de souci, c'est une mission de service public que nous réalisons. Vous souhaitez trouver le CEP qui convient bien en fonction de votre région, de votre statut surtout, vous allez sur le site mon-cep.org. Là, on vous demande votre statut et puis après, on vous demande de quelle région vous êtes et on vous oriente vers le bon CEP. On vous donne le numéro de téléphone. Par exemple, nous, avec Hervé,
pour la Nouvelle-Aquitaine, ben, on peut nous joindre au 09 72 01 02 03. Voilà, c'était pour le dire rapidement et pour prêcher pour notre paroisse de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a encore des questions, Marlène? Est-ce qu'Hervé, tu voulais compléter? Il y avait des choses? Alors, Non, c'est très, moi, je vais intervenir avant qu'Hervé intervienne. Ouais. Il y a une question sur la question de l'âge. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé pour les CEP, mais vous pouvez solliciter un CEP à tout moment de votre carrière. Il n'y a pas de limite d'âge. Et du coup, il y a une question de Gilles qui pose la question, y a-t-il des conditions particulières pour la création d'entreprise en fin de carrière, par exemple, pour les plus de 55 ans? Tout à fait, j'ai vu la question. Effectivement, c'est important, et Nicolas l'a rappelé, le conseil individuel, c'est un conseil personnalisé. C'est-à-dire que c'est individualisé et personnalisé. Ça va forcément tenir compte de votre situation, de vos attentes, de vos besoins. Et donc, c'est du sur-mesure, hein. Et il peut y avoir des mesures, effectivement, pour l'un qui concernent la création d'entreprise à plus de 55 ans. Alors oui, je pense à certaines mesures particulières qui peuvent être notamment au niveau de l'assurance chômage, puisque vous savez qu'avec plus de 55 ans, vous avez des droits à l'assurance chômage qui sont supérieurs en termes de durée et donc d'aide financière. Il peut y en avoir d'autres qui sont liés à d'autres situations, à la création d'entreprise, mais c'est plus précisément, par exemple, j'en pense à celle-ci en particulier, qui est l'assurance chômage, qui effectivement sera supérieure pour les personnes de plus de 55 ans. Et après, il peut y en avoir d'autres aussi qu'on étudiera sur d'autres situations. Super. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions, Marlène? Parce que là, on a bien débordé. Il est 12h05, mais c'est pas grave, 12h06 même. Non, j'en ai pas d'autres. Il y a eu des questions sur la fonction publique, mais j'ai remis le lien dans le chat pour savoir qui nous accompagne. Eh ben, c'est parfait. On n'a plus qu'à remercier tous les participants, toutes les personnes qui ont bien voulu se connecter à notre webinaire. On te remercie beaucoup, Hervé, parce que je pense que tu as apporté… Merci. Ouais, excuse-moi. Et merci à vous. Ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, merci à vous tous. Les semaines de l'évolution professionnelle, c'est pas terminé, c'est jusqu'à vendredi. N'oubliez pas que, et vous êtes peut-être déjà inscrit à d'autres webinaires. Il y en a cet après-midi, il y en aura encore demain, il y en aura encore vendredi. Ça sera sans Hervé et moi, malheureusement, hein, mais on ne peut pas être partout. Mais ça sera tout aussi bien, vous verrez, que tous les participants, tous les interlocuteurs que vous allez rencontrer ou écouter sont aussi compétents qu'Hervé. Donc, j'ai plus qu'à encore te remercier, Hervé. Merci beaucoup, Marlène, d'avoir géré le chat, les questions. C'était parfait. Merci à vous deux. Ouais, Merci à vous. On souhaite à tout le monde une bonne journée, une bonne continuation, peut-être aussi une bonne création, une reprise d'entreprise. En tout cas, plein de belles choses dans vos projets et toutes les réussites possibles. Merci encore. Au revoir. Au revoir.